Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho, votre rendez-vous dédié à l'analyse et au décryptage des grands enjeux économiques. Aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur des transformations modernes, la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. Longtemps perçue comme une contrainte ou un effet de mode, la RSE s'impose de plus en plus comme un véritable levier de croissance économique. Dans un monde où les consommateurs, les investisseurs et même les collaborateurs privilégient les organisations responsables et engagées, intégrer des pratiques durables et éthiques n'est plus une option, mais une véritable stratégie. Alors, comment la RSE contribue-t-elle à la performance des entreprises? Quels avantages concrets en tire-t-elle en termes d'image, de fidélité client et de compétitivité? Et surtout, comment transformer cet engagement en moteur de croissance? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau Denis Ovono-Mesui. Il est directeur associé Old Consulting Group, mais également administrateur chez UBA Gabon. Mais avant de le recevoir, allons-y avoir plus d'explications avec notre cher ami Lavoie. Alors, Lavoie, dites-nous, qu'est-ce que la RSE? Modeste, dans un monde où les crises écologiques et sociales s'intensifient, la responsabilité sociétale des entreprises RSE s'impose comme une nécessité incontournable. Elle peut se définir comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs relations avec leurs parties prenantes. En d'autres termes, la RSE désigne la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Il ne s'agit plus seulement de générer des profits, mais de le faire de manière responsable en contribuant au bien commun. La norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE. En pratique, la RSE repose sur 3 piliers essentiels: l'économie, le social et l'environnement. Une entreprise qui s'engage dans cette démarche s'assure d'être économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable. Si la RSE a d'abord été perçue comme une contrainte supplémentaire, elle est aujourd'hui un levier de performance et d'innovation. Cependant, il reste du chemin à parcourir. Voilà Modeste, la suite avec notre invité sur le plateau. Merci à vous, mon cher ami Lavoie. Alors, nous recevons sur le plateau, je vous le disais déjà, Monsieur Denis Ovono-Mesui. Il est directeur associé chez HOD Consulting Group, mais également administrateur chez UBA Gabon. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Bonjour Modeste. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, de parler de la RSE au cœur de la croissance des entreprises. Mais déjà, peut-être nous dire comment elle est perçue aujourd'hui, la RSE de façon générale. Alors, il faut peut-être, avant d'expliquer comment est-ce qu'elle est perçue, partir du début, de la naissance de la RSE. Il faut se dire que la RSE démarre au 19e siècle et notamment va avoir une conception plutôt morale, tirée de l'éthique religieuse. Après, elle sera affectée par le courant socialiste et utopique qui va faire en sorte qu'elle va d'abord revêtir un aspect, comme je disais tantôt, moral, et donc un aspect de faire le bien. Et donc, elle va évoluer au fur et à mesure au sein des entreprises et va évoluer avec différents concepts et différentes références, dont des références institutionnelles, réglementaires, mais également des références en termes de soft law. Ce qui va faire en sorte qu'appliquée au sein des entreprises, les entreprises vont d'abord la percevoir comme étant une activité pour faire du bien à la communauté. Le concept ayant évolué, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui plutôt la considèrent comme étant un levier de croissance. Donc voilà un tout petit peu les deux
conception ou perception. Donc, on a de tort de responsabilité. penser qu'au début, on avait l'impression qu'elle était plus contraignante. Alors non, au début, elle était totalement volontaire en D'accord. réalité, parce que je disais tantôt, elle part du fait que les entreprises qui vont l'appliquer vont plutôt se dire qu'elles font du bien à la société. Et donc, c'est de façon volontaire qu'elles veulent contribuer à l'effort pour tenir compte justement de ce qu'on appelle les aspirations environnementales, sociales de la communauté. Mais après, effectivement, avec, comme j'ai dit, des références en termes institutionnels, les objectifs des ODD des Nations Unies, après il va y avoir les normes, notamment les normes ISO 2000 et différents règlements et traités internationaux, elle va devenir de plus en plus contraignante. Mais au départ, elle n'est pas contraignante, elle est D'accord. volontaire. Et d'ailleurs, la définition de la RSE, c'est la prise en compte volontaire des entreprises des préoccupations sociales et environnementales. Et donc là, comment on présente cette RSE-là comme levier de croissance pour une entreprise? Alors, il faut se dire que pour en arriver là, il a fallu effectivement que les différents acteurs s'impliquent dans l'encadrement de la RSE. Les différents acteurs, ça veut dire les groupes de pression, donc les consommateurs, mais également les régulateurs. Pour que ce soit perçu effectivement aujourd'hui comme étant un levier, bien entendu, c'est une révolution. D'abord en termes de concept, partir d'un concept qui consiste à faire le bien à un concept de levier, c'est un grand pas. Alors les entreprises, de plus en plus, s'interrogent sur la raison d'être d'une entreprise. Est-ce que la raison d'être d'une entreprise, c'est uniquement de faire du profit? Non. Et donc, il y a eu des évolutions. Je parlerai tantôt de celle de la loi Pacte en France, auquel de 2019, qui va justement intégrer, notamment dans la définition de l'objectif d'entreprise dans le Code civil français, l'article 1833, va intégrer justement les préoccupations sociales et environnementales dans la raison d'être et l'objectif d'une entreprise. Donc, c'est véritablement une révolution qui fait que l'entreprise n'existe plus simplement parce qu'elle doit faire du profit, mais elle doit faire du profit en tenant compte de ces différentes préoccupations-là. À partir de ce moment, on saisit que c'est une révolution qu'on doit avoir dans la façon de regarder l'entreprise et dans la façon de mener les activités de l'entreprise. Et de façon plus illustrative, comment est-ce que cela se matérialise? Disons que j'ai une entreprise j'aime bien la fabrication de chaussures, vous comprendrez pourquoi. J'ai une entreprise de fabrication de chaussures, une grande entreprise au niveau national. Moi, en train d'appliquer une politique RSE, et puis on me dit non, ça aura un impact sur la croissance de ton entreprise ou des retombées économiques derrière. Je ne comprends pas très bien. Comment est-ce qu'on illustre cela? Oui, c'est vrai que le concept n'est pas toujours facile à appréhender, hein, et lorsqu'on appréhende, ce n'est pas toujours facile à appliquer. Mais c'est très simple. Notamment si on parle des petites entreprises ou des PME, notamment celles qui fabriquent les chaussures, etc. Mais comme je dis, il y a plusieurs pans de la RSE. Hein. J'ai parlé du pan environnemental, du pan social et le pan notamment sociétal. Sur le pan environnemental, une entreprise qui fait justement des chaussures, par exemple, peut facilement s'imaginer comment est-ce qu'elle va réduire la production de déchets. Hein, ou la gestion des déchets. Parce que toute entreprise, lorsqu'elle produit, elle crée forcément des déchets. Donc, même dans ma petite conception de mes chaussures, comment est-ce que je traite la question des déchets qui découlent justement des produits que j'utilise pour les fabriquer? Comment est-ce qu'on les gère? Même pour les petites PME, TPE qui font, par exemple, je prends un exemple, la maman qui va faire des croquettes ou de l'arachide et va la mettre en bouteille. Mais dans l'approche RSE, c'est de se poser la question, l'emballage, est-ce que je dois utiliser l'emballage plastique, sachant que le plastique met du temps à se dégrader dans la nature? Est-ce que je dois pas plutôt utiliser un emballage qui est en papier, parce qu'à partir de ce moment-là, je réduis mon impact sur l'environnement. Vous voyez, donc ça peut être intégré à n'importe quel niveau, à n'importe quelle taille d'entreprise, donc ça ne dépend pas de la taille. C'est juste comment est-ce qu'on regarde le monde et l'impact qu'on pose chaque fois qu'on va dans une activité entrepreneuriale. Donc les enjeux de la RSE ne sont plus à démontrer. Les retombées économiques derrière sont réelles. Peut-être qu'on aura le temps de développer un peu plus. Au niveau du Gabon, comment est-ce qu'elle est accueillie, cette RSE, du regard de l'observateur que vous êtes? Quelle lecture vous en faites en termes d'appropriation au niveau des entreprises?
Alors, très bonne question. Hein. En tant qu'apôtre de la RSE, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est une observation également qui m'intéresse. Alors, il faut dire que la RSE, bien qu'elle soit née au 19e siècle au Gabon, elle commence véritablement dans les années 90, hein, notamment avec les activités menées par des sociétés pétrolières, hein, que je ne cite pas, Shell, Total, etc. Donc, c'est le début, en réalité, de la RSE au Gabon. Dans les années 90. Elle a plutôt évolué, avec moins justement dans les activités pétrolières, parce que Shell est en partie, mais la société qui la remplace suit très bien fait très bien la suite. Elle a également pris un autre souffle avec d'autres entreprises, notamment le secteur minier, comme Elan, qui fait très bien effectivement ce qu'elle fait aujourd'hui en matière de RSE. Donc, elle a évolué comme ça, beaucoup plus dans les industries extractives. Mais non, s'il faut tenir compte de l'évaluation de la RSE, je prendrai par l'exemple du rapport du laboratoire de recherche, il s'agirait de l'Université Omar Bongo, qui a fait une étude d'évaluation sur la RSE en 2022. On peut dire globalement qu'elle est encore pas très bien connue par les entreprises qui ont été interrogées. On parle à peu près de 50% de taux de notoriété. Et lorsqu'elle est connue, elle ne se matérialise pas en réalité dans la vision de ces entreprises-là. Et lorsqu'elle se matérialise, elle est essentiellement axée sur les aspects sociaux et notamment sur des aspects environnementaux. Mais lorsque vous décrivez, vous avez dit que vous êtes apôtre de la RSE, c'est très bien. Vous nous présentez les avantages, les retombées économiques, c'est bien aussi. Il y a un impact sur le plan social, environnemental. Mais pour qu'une entreprise mette en place des politiques RSE, elle doit investir aussi. Donc finalement, à qui s'adresse la RSE? Est-ce aux PME, aux petites entreprises, aux petits budgets ou aux grandes entreprises? Très bonne question. Je dirais tantôt, une entreprise ne peut pas se développer si elle n'investit pas, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Donc, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, une entreprise doit investir pour grandir. Okay? Elle doit investir dans la production, elle doit investir dans le capital humain, elle doit investir dans le marketing, etc. etc. Donc, une entreprise, pour grandir, doit investir. Maintenant, si elle intègre le fait que la RSE est un levier, elle comprend également la nécessité d'investir dans la RSE, tout comme elle investirait dans le développement de ses chaînes de production, dans le développement de son produit. C'est exactement la même chose. C'est juste de dire, on a un nouveau levier qui nous permet de faire de la différence dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'à in fine, le fait de l'appliquer a des retombées positives sur l'entreprise. Donc, ce n'est pas de l'investissement à fond perdu. Okay? Il a été, la dernière étude faite par la Harvard Business Review en 2022 sur le top 500 des plus grandes entreprises au monde, notamment celles qui ont initié la démarche RSE, il a été constaté que leur chiffre d'affaires a augmenté. Ils ont un taux de rétention des talents beaucoup plus élevé que les entreprises qui n'ont pas initié la démarche RSE, mais également leur capital marque, capital sympathie vis-à-vis des consommateurs a augmenté. Qui dit augmentation du capital marque, capital sympathie, dit rétention des clients. Or, le but d'une entreprise, c'est de se constituer une clientèle. Donc, à partir de ce moment-là, l'investissement, on l'intègre dès le départ, qu'on soit petite, moyenne ou grande entreprise. Quelles étapes essentielles les entreprises doivent-elles suivre pour intégrer la RSE dans leur stratégie de croissance? À cette question, j'ajouterai une autre. Est-ce que les politiques RSE tiennent compte des réalités sociales de chaque région? Déjà, quelles sont les étapes? Est-ce que ces étapes différencient par rapport à la région dans laquelle se trouve l'entreprise en question? Alors, les étapes sont plutôt simples. Peut-être c'est dit comme ça parce que je suis l'apôtre de la RSE. Les étapes sont simples. Il s'agit au départ de faire un diagnostic. Okay? Avant toute chose, avant de commencer, on fait un diagnostic. Le diagnostic permet que l'entreprise sache à quel niveau elle se trouve par rapport aux différents indicateurs de RSE. Okay? Donc, il faut faire un diagnostic. On le fait à partir de ce qu'on appelle un test de maturité RSE. Hein? Le principe il est très simple. Soit on a recours à un cabinet spécialisé pour aider l'entreprise à le faire, okay? Et
les petites entreprises, je vous vois venir, n'ont pas de l'argent pour solliciter ces entreprises. Effectivement. Mais il existe également des outils en ligne, qui sont des outils gratuits, qui sont en ligne, qui permettent effectivement de pouvoir se connecter et de remplir un questionnaire qui tourne autour justement des 7 piliers de la RSE selon la norme ISO 2026. Et en répondant à ces questionnaires, il va vous donner le tableau de bord de où se situe actuellement votre entreprise. Ça vous permet d'identifier les priorités de votre entreprise en matière de RSE. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à un cabinet. Il y a des outils en ligne qui permettent de faire cette première étape qui est le diagnostic. Une fois qu'on a fait cette première étape qui est le diagnostic, on sait donc quelles sont les priorités. On peut effectivement, à partir de ce moment-là, définir ce qu'on appelle la cartographie des enjeux, selon les paramètres ESG. Paramètres ESG, ici, on entend environnement, social et de gouvernance. On définit justement ces différents paramètres et puis on fait ce qu'on appelle la cartographie des parties prenantes. Les parties prenantes, ça veut dire quelles sont les différentes composantes, les différents éléments, les différentes personnes, morales ou physiques, qu'on doit intégrer dans la vision et la démarche RSE. À partir de là, on peut également décliner ce qu'on appelle une cartographie des risques RSE. Parce que nous n'oublions pas, la non-application ou la non-adoption de la RSE vient avec des risques pour les entreprises. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, on a identifié, on a donc le test de maturité, on a la cartographie des enjeux, on a la cartographie des parties prenantes, on a la cartographie des risques. On peut donc établir les priorités de ce qu'on doit faire pour son entreprise. À la fin, in fine, il faudra effectivement faire également du reporting. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'on doit tenir compte des réalités locales, essentiellement, il ne s'agit que de ça en réalité, puisqu'on parle de communauté. Bon, et quand on parle de communauté locale, ça veut dire qu'il faut contextualiser. Je prends un exemple, une entreprise X qui opère en France ou aux États-Unis ou au Gabon n'a pas les mêmes parties prenantes. Au Gabon, aux États-Unis ou en France, les parties prenantes internes, ce sont les salariés qui sont français, américains ou gabonais. Les parties prenantes externes sont également des entités qui sont propres à ces différents pays. Donc, il faut en tenir compte. De toutes les façons, c'est en tenant compte justement des réalités locales qu'on peut développer une stratégie de RSE pertinente pour son environnement. Vous disiez à l'entame de notre échange qu'au début, c'était une démarche volontaire. Avec le temps, elle est devenue contraignante. Qui oblige les entreprises à appliquer la RSE? Les gouvernements, les organisations internationales ou alors des départements déjà qui existent dans l'entreprise elle-même? Qui oblige les entrepreneurs? Alors, il y a, comme je dis, la RSE évolue sous deux principes, deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle la hard law, la loi dure, et puis la soft law, qui est, on dira, la loi molle. La hard law, ici, comprend les lois, les règlements et les traités internationaux. Donc, c'est un cadre juridique qui est contraignant. Avec la sortie, le fait que les entreprises qui ne respectent pas justement les règles de la hard law sont sanctionnées ou sont susceptibles de sanctions. Ça, c'est la hard law. Maintenant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la soft law, qui sont un ensemble de recommandations. Des recommandations en matière de bonne gouvernance, en matière de RSE. Et ça, cette soft law est souvent issue des organismes socio-professionnels comme par exemple, en France, la FEP-MEDEF, qui est le MEDEF en France, le Mouvement des entreprises de France. Ça peut être le cas, par exemple, au Gabon, avec la FEG. C'est-à-dire la FEG adopte un code de gouvernance, et dans ce code de bonne gouvernance, il y a la RSE qui est captée dedans. Et ça fera partie de ce qu'on appelle la soft law, parce que ce sont des recommandations qui ne sont pas contraignantes. En revanche, elles vont fonctionner selon deux principes. Le premier principe, c'est celui qu'on appelle apply or explain. Ça veut dire simplement que vous devez appliquer les recommandations, et si vous ne pouvez pas l'appliquer en tant qu'entreprise, vous devez expliquer pourquoi. Il s'agit du principe de transparence. Le deuxième, c'est name and shame. Name and shame également veut dire, si vous n'appliquez pas, mais comme ce sont des recommandations, on vous expose publiquement. C'est-à-dire, vous serez perçu par les consommateurs
et par les investisseurs comme étant le mauvais élève qui ne respecte pas la loi. Et donc, ce côté-là également est plutôt socialement contraignant, pas juridiquement, mais il vous expose à des risques réputationnels. Aujourd'hui, avec tous les défis environnementaux, sociaux, économiques que l'on connaît, une entreprise qui aurait une politique RSE bien structurée a forcément plus de poids qu'une entreprise qui n'en a pas en termes de compétitivité. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on va marginaliser ces petites entreprises-là qui ne peuvent pas mettre en place des politiques RSE. Alors, je pense que celles qui ne vont pas l'adopter se marginalisent elles-mêmes. En réalité, personne ne les marginalise. En réalité, il faut qu'elles-mêmes comprennent la nécessité d'intégrer pour qu'elles vivent, pour qu'elles survivent. À la fin de la journée, les entreprises opèrent dans un marché et tout le monde doit pouvoir déployer son intelligence pour pouvoir se développer. D'accord? Et comme je l'ai dit également, les petites entreprises peuvent très bien commencer la démarche RSE. Comment est-ce que je fais dans la petite production que je fais pour réduire les déchets? Comment est-ce que je fais pour intégrer les petites activités locales? Okay? Je n'ai pas forcément besoin de budget. Je peux mobiliser 2 ou 3 personnes de mon entreprise. S'il y a une action sociale qui se passe, on va aller assister sans forcément apporter de l'argent. On assiste, on contribue. On peut contribuer, par exemple, au nettoyage de la plage. La plage, c'est une espèce de gros budget, des pelles, une brouette, etc. Ou si vous n'en avez pas, d'autres peuvent en avoir, ou vous pouvez mettre en groupe pour pouvoir mobiliser ces petites logistiques-là et contribuer à votre niveau à cet effort. Mais ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que les consommateurs d'aujourd'hui et les investisseurs ont des préoccupations sociales et environnementales. Ce qui veut dire, c'est que même les petites entreprises, lorsqu'elles vont devoir faire de la recherche de financement, les investisseurs vont regarder les critères RSE. Donc, il est mieux pour elles aujourd'hui d'entamer la démarche, pour pouvoir justement mobiliser des fonds plus tard. Parce qu'ils vont, par exemple, demander des crédits, ils vont demander du financement par d'equity, etc. Donc, c'est tout à leur avantage. Et personne ne les marginalisera. Celles qui n'adopteront pas se marginaliseront d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des secteurs plus visés par la mise en place de la RSE? Est-ce qu'une entreprise qui fait dans la transformation du bois serait plus concernée qu'une entreprise, qu'un média, par exemple, qu'une entreprise audiovisuelle, que quelqu'un qui aurait une série de restaurants? Est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient se dire non, nous, on n'est pas concernés par la politique RSE, on peut évoluer comme ça? Je crois que vous savez que l'apôtre que je suis dira certainement que l'ensemble des entreprises sont concernées. Et c'est le cas. En revanche, vous avez raison. Il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus exposés. Beaucoup plus exposés parce que l'impact social et environnemental est beaucoup plus important. L'impact social et environnemental est beaucoup plus important. Par exemple, pour les entreprises de l'industrie extractive, pour celles qui font dans l'exploitation de bois, parce qu'il y a un impact direct sur l'environnement. Et donc, il y a effectivement des secteurs à fort impact social et environnemental et qui sont beaucoup plus exposés aux différents risques que j'ai cités tantôt. Je parlais donc de risques réputationnels, de risques financiers, de risques réglementaires, de risques d'innovation, etc., etc. Donc, l'exposition au risque n'est pas la même que l'on soit dans l'audiovisuel, dans l'industrie extractive, dans l'agroalimentaire, etc. Mais le concept même de la RSE concerne l'ensemble des entreprises. Est-ce qu'on peut établir un lien entre RSE et innovation? La RSE pourrait faciliter l'innovation dans une entreprise? Oui, elle pourrait faciliter l'innovation, sinon elle pourrait encourager l'innovation et améliorer l'innovation. De quelle façon? Alors, de façon très simple. Pour innover, il faut déjà changer sa perception des choses. Si vous avez la même perception, vous ferez toujours la même chose. Mais si vous voulez innover, il faut déjà réfléchir différemment. Et c'est pourquoi j'ai dit que la RSE a évolué parce qu'on intègre aujourd'hui la vision selon laquelle le but de l'entreprise n'est pas seulement de se faire du profit, mais c'est également de tenir compte des préoccupations environnementales et sociales.
Et à partir de ce moment-là, on se pose des questions. OK, si je dois concevoir des nouveaux produits, si je dois concevoir des nouveaux services, comment est-ce que ces nouveaux services et nouveaux produits tiennent compte de ces préoccupations? Voilà le démarrage de l'innovation justement dans le processus de la RSE. Lorsqu'on parle du processus RSE qui serait mis en place dans une entreprise avec de très bonnes politiques, c'est généralement l'aspect extérieur que l'on attend. Mais dans le fonctionnement de l'entreprise même, parce qu'au cœur de l'entreprise, il y a la ressource humaine. Comment est-ce qu'on ressent l'application ou les retombées de la RSE chez les employés même, au cœur de cette entreprise? Alors, très bonne question. Alors, je disais, la RSE, on la mesure à travers les critères ESG. Okay? La RSE, c'est la vision, la politique, les activités. Comment est-ce qu'on la mesure? À travers les critères ESG. ESG, environnement, social, gouvernance. Okay? Quand on dit social, ce social-là s'intéresse à qui? Aux parties prenantes internes, qui sont les salariés. Okay? En termes de salariés, qu'est-ce qu'on fait pour les conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail des employés, pour promouvoir l'égalité, l'inclusion, okay, et la diversité? Comment est-ce qu'on améliore l'accès dans les bâtiments aux personnes à mobilité réduite? Un ensemble de préoccupations donc, qui sont liées aux employés, aux salariés, c'est-à-dire aux parties prenantes internes. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'entreprise ne peut devenir compétitive en réalité, que si elle a des salariés motivés, des salariés qui se sentent bien dans leur environnement. Donc, pour être compétitif à l'externe, il faut déjà pouvoir mobiliser les ressources en interne qui vous permettront d'être compétitif à l'externe. Donc, on passe d'abord par l'interne, qui est important. Vous ne pouvez pas demander effectivement aux gens d'être compétitifs en externe alors qu'eux-mêmes ne sont pas motivés. Vous comprenez? Donc, le S donc, de social s'intéresse d'abord essentiellement à améliorer les conditions de travail des employés, à leur offrir des perspectives, à partager des valeurs. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que de plus en plus, vous avez dans différentes organisations, et je crois que c'est peut-être le cas de votre structure, des journées dédiées à l'employé, qui permettent effectivement de pouvoir améliorer les liens entre les entreprises. Voilà, ça fait partie de ça. Parce qu'il faut améliorer les conditions de travail, la motivation, la transparence, la collaboration. Rapidement, en 1 minute, la question de l'internaute, c'est celle de Cliff depuis Port-Gentil, c'est dans le Goué maritime. Alors, Cliff dit comment une entreprise peut-elle évaluer l'impact de sa politique RSE? Très bonne question de Cliff, par ailleurs. Mais évidemment, on ne peut évaluer que si d'abord on a arrêté dès le départ des objectifs. Donc, on part d'abord, comme je disais tantôt, d'un diagnostic fait à partir d'un test de maturité. Où est-ce qu'on se trouve sur les 7 piliers des paramètres ESG, environnement social? Où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on se trouve à un niveau 0, à un niveau 1, à un niveau 2, à un niveau 3? D'accord? À partir de là, puisqu'on sait où on se trouve, je vais prendre un exemple, critère environnemental. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait en termes de production de carbone? D'accord? On fait peut-être 100 tonnes. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Quel objectif qu'on se fixe? Réduire de 100 à 80. Ça, c'est un objectif. Et à la fin, donc, on peut mesurer. C'est-à-dire, on va mettre en place des activités pour mesurer. OK? Donc, à la fin, on peut mesurer. Mais on ne peut mesurer que si, comme je l'ai dit tantôt, on a fixé les objectifs dès le départ. Donc, on fixe les objectifs dès le départ parce qu'on a d'abord fait un état des lieux. Merci beaucoup à vous, Denis Ovonmezui. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez HOD Consulting Group. Vous êtes également administrateur chez UBA Gabon. Merci pour toutes vos explications. On se dit à très bientôt. C'est moi qui vous dis merci et à très bientôt.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à la RSE comme levier de croissance économique pour les entreprises. Ce débat nous a montré qu'intégrer des pratiques responsables et durables ne révèle plus d'une simple démarche éthique, mais bien d'une stratégie incontournable pour assurer la pérennité et la compétitivité des entreprises dans un monde en pleine transformation. Investir dans la RSE, c'est investir dans l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Yaba 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.